Un accord à Fontainebleau, les 10 se sont entendus sur le chèque que les Britanniques devront verser à la communauté. La réunion du comité central du Parti communiste, les responsables du PC s'interrogent sur l'échec de leur parti aux élections européennes. Un incident qui aurait pu être très grave sur le pas de tir de Cap Canaveral, un moteur de la navette Discovery a lâché à 4 secondes du départ. Les sénateurs mettent en cause l'information de FR3 Corse et de Radio Corse, un dossier cactus qui sera traité dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On a frôlé la catastrophe aujourd'hui à Cap Canaveral en Floride. La navette Discovery s'apprêtait à décoller. Les moteurs étaient déjà allumés. Il ne restait plus que 4 secondes avant que théoriquement elle s'envole. C'est un moteur, semble-t-il, qui a lâché. Le décompte a été immédiatement interrompu tandis que les services de sécurité devaient enrayer un début d'incendie. Jacques Violet. On a effectivement passé à côté du drame. 4 secondes après la mise à feu des moteurs et seulement 4 secondes avant le décollage, l'ordinateur de bord arrête tout. Un des 3 moteurs principaux ne s'est pas allumé, il faut stopper la combustion des 2 autres et surtout éteindre un début d'incendie d'hydrogène liquide. Des jets d'eau sont immédiatement déclenchés et jaillissent des tuyères. Dans ce gros réservoir rouge derrière la navette, il y a quelques 2 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène liquide, un carburant extrêmement dangereux. Bien que la NASA n'ait donné que peu d'informations dans l'après-midi, il semble que l'on soit passé très près d'une véritable catastrophe. Côté humain, il est facile d'imaginer les angoisses de l'équipage, 5 hommes et une femme qui, sur ces images, débarquent pour la 2e fois. Le premier départ de Discovery, l'exemplaire numéro 3 de la navette, est reporté de plusieurs semaines. C'est la première fois depuis le premier vol de la navette en avril 1981 que la NASA doit faire face à de tels problèmes avec son cargo de l'espace. Les 10 Européens sont donc enfin parvenus à se mettre d'accord sur le chèque que va devoir verser la Grande-Bretagne à la communauté. Ce problème qui empoisonnait depuis 1 an les sommets successifs des 10, ce problème est donc réglé ce soir. C'est un pas important puisqu'un nouvel échec aurait eu des conséquences catastrophiques sur le fonctionnement des institutions européennes. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Fontainebleau le savaient. Ils ont donc choisi la voie du réalisme en trouvant un compromis acceptable par tous, à commencer par la Grande-Bretagne. Nous retrouvons Georges Bortoli qui a suivi ce sommet. Non, c'est utile de se rencontrer si souvent. On se connaît, on discute tranquillement entre 2 séances. Et ce sont justement les propos sans étiquette hors séance qui persuaderont Mme Thatcher qu'elle peut se permettre, elle aussi, quelques concessions. François Mitterrand, à 5 jours de la fin de sa présidence européenne, ne veut pas la terminer sur un échec. Il est à la fois cordial, pressant, il joue sur tous les registres. La journée avait mal commencé, c'est vrai. Et puis, en début d'après-midi, tout change, les fronts se dérident, les situations se débloquent. Les chiffres du fameux chèque sont déjà dans toutes les têtes, sur toutes les langues. Ouf! On va enfin pouvoir débloquer une situation bloquée depuis plus d'1 an. La famille européenne n'est pas une famille si désunie, même si chacun de ses membres y défend ses intérêts avec une certaine âpreté. On se dépêche de rentrer dans le château de François Ier pour mettre les dernières virgules au texte de l'accord. Monsieur Kohl est satisfait, lui aussi. Ses agriculteurs qui lui causent bien des soucis auront satisfaction. Et ce soir, Monsieur Mitterrand pourra se présenter devant les journalistes avec la satisfaction de celui qui peut se flatter d'avoir débloqué l'Europe. Chacun va s'efforcer de peindre cet accord à ses couleurs nationales. Les Allemands parce qu'ils ramènent moins de TVA pour leurs agriculteurs. Les Français parce qu'ils soulignent que Maggie Thatcher a accepté moins que ce qu'elle réclamait, moins même que ce qu'elle avait refusé à Bruxelles en mars dernier. Et puis Maggie Thatcher pourra, elle, déclarer que les 9 ont fini par accepter d'automatiser le système de son chèque, ce qu'ils refusaient jusqu'à présent. Cet accord n'en est pas moins très important. Il montre que les 10 ont bien compris qu'on ne pouvait pas chanter Europe, Europe devant des caisses vides et pour 2 ans moins, la communauté est remise sur des rails. Pour le président Mitterrand, c'est un succès qui lui permet de terminer en beauté sa présidence européenne et de laisser à son successeur irlandais une maison parfaitement en ordre. Après Moscou, Fontainebleau, décidément, les cactus de la vie intérieure française contrastent avec les lauriers de la politique étrangère. François Mitterrand tenait une conférence de presse à l'issue de ce sommet. Il a précisé le climat et les résultats de ce Conseil. D'avoir débloqué l'Europe.
J'ajouterai simplement qu'il n'y a plus un seul contentieux existant. Il y en aura d'autres. C'est la vie. Mais à la date où je m'exprime, par rapport à ce que je connais personnellement, moi, depuis 1981, premier sommet, celui de Londres, il n'existe plus un seul des contentieux que j'ai trouvé en 81, en tant que membre de la conférence, ou qui sont nés depuis lors. Chacun va s'efforcer de peindre ses... Voilà, alors le problème de la contribution britannique étant réglé, le sommet d'aujourd'hui a aussi permis de préciser la politique de relance européenne souhaitée par François Mitterrand, cela alors que la présidence française, vous l'avez entendu, la présidence française de la Communauté touche à sa fin. C'est ainsi que plusieurs mesures concrètes ont été présentées qui devraient entrer en vigueur dans les mois à venir. C'est le cas du passeport européen qui devrait avoir cours dès le 1er janvier prochain, tout comme un document unique pour la circulation des marchandises ou encore une meilleure équivalence des diplômes entre les différents pays de la Communauté. Enfin, deux décisions symboliques, la création d'un drapeau et d'un hymne européen. Il était intéressant de voir comment les Britanniques, qui n'ont pas, les sondages le prouvent, la fibre très européenne, il était intéressant de voir comment ils réagissent à l'accord d'aujourd'hui, dans un pays dont l'un des principaux partis, le Parti travailliste, réclame le retrait de la Grande-Bretagne du marché commun. À Londres, Philippe Arroir. À Londres, c'est un ouf de soulagement, car on avait bien compris que la Grande-Bretagne aurait plus à perdre qu'à gagner face à un blocage de l'Europe. Madame Thatcher avait d'ailleurs préparé le terrain en faisant savoir avant le sommet qu'elle était prête à un compromis si les autres en faisaient autant, et en réaffirmant sa foi européenne. Ici à Londres, Mme Thatcher va devoir affronter maintenant son opposition travailliste qui lui reproche déjà d'avoir cédé par rapport à ses promesses. Auquel cas, elle fera remarquer premièrement que l'accord de Fontainebleau est plus avantageux que la proposition de Bruxelles de mars dernier, comme on le souligne officiellement ici. Deuxièmement, que c'est elle qui a bataillé ferme pendant 5 ans pour obtenir une juste contribution. Troisièmement, qu'elle n'a jamais réclamé le départ de la Grande-Bretagne du marché commun, contrairement aux travaillistes. Mme Thatcher a voulu prouver à Fontainebleau qu'on peut être à la fois britannique et européenne, même si certains en doutent. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce sommet de Fontainebleau. Le comité central du Parti communiste était réuni aujourd'hui à Paris. Le Parlement du PC se penchait sur les raisons de son échec lors des élections européennes du 17 juin dernier. Vous savez qu'au lendemain même de l'annonce de ces résultats, Pierre Juquin avait annoncé que ce comité central tirerait les conclusions qui s'imposent. Dominique Lory était aujourd'hui place du colonel Fabien. 9h30, dans quelques instants, les portes vont se fermer sur les 148 membres du comité central pour un huis clos difficile. Le Parti communiste va se regarder en face selon la formule de Pierre Juquin. Juste avant ce huis clos, nous avons pu bavarder avec des responsables du PC. De ces conversations, deux tendances semblent se dessiner. Pour l'une, le gouvernement porte la responsabilité principale dans l'échec électoral du PC. Pour l'autre, la défaite du parti a deux causes. La politique décevante du gouvernement Mauroy et la stratégie du parti. Son fonctionnement interne ne correspond plus à notre société moderne. Le PC est rouillé, a-t-on entendu ce matin. Des propos furtifs glissés comme une confidence. Contrairement à l'habitude, nous n'avons pu filmer les premières minutes du rapport de Claude Popren. Mais nous sommes en mesure de dire que pour l'essentiel, il était consacré à une critique sévère de la politique du gouvernement, minimisant la responsabilité de la direction du PC dans son échec du 17 juin. Mais le débat qu'appelle de ses voeux la tendance la plus ouverte du parti, ce débat aura-t-il réellement lieu? L'appel à la discussion, c'est vieux d'un demi-siècle, nous a lancé un délégué, mais il y a toujours eu des blocages. En août 1931, Maurice Thorez, qui venait d'être élu au poste de secrétaire général, écrivait 2 articles dans l'Humanité intitulés « Que les bouches s'ouvrent, pas de mannequins dans le parti ». Près de 53 ans après, ces 2 articles sont toujours d'actualité. Les militants communistes avaient été très secoués par les résultats du 17 juin, des résultats qui enregistraient donc une baisse spectaculaire de leur électorat. Il nous a semblé intéressant de voir comment réagit aujourd'hui une cellule de base face à ce nouveau paysage politique. Pour cela, Serge Misseret est allé assister à la réunion d'une section de la région parisienne.
Pour eux, le score des européennes a été comme un électrochoc. Ils en avaient gros sur le cœur hier soir, les militants communistes de la section de Pantin. Et au départ, livrer leurs craintes, leurs critiques devant la télévision, cela ne leur semblait pas facile. Mais dans la démarche qu'ils entreprennent, ils ont compris qu'il fallait enfin parler. Et à l'intérieur de la gauche, bien sûr, des raisons pour lesquelles le Parti communiste français subit un nouveau et grave recul. Alors moi je crois que c'est toute une série de raisons de notre recul qui sont un peu extérieures au parti, mais à mon avis aussi ça vient aggraver tout ça. Je crois qu'il y a à prendre en compte des attitudes de la direction du parti. Bon, c'est la première fois que j'entends ça depuis 3 ans. Je veux dire, on critique la direction du parti. Quand je marchais, le mot n'a pas été prononcé, mais enfin, c'est évident. C'est pas la première fois quand même, qu'entre camarades, qu'entre autour de nous, on se rend compte que Georges Marchais, eh ben, la télévision française, parce que c'est aussi les médias qui font les choses comme ça, on en fait un clown. C'est l'épouvantail, quoi. C'est l'épouvantail. Il y a des gens qui, effectivement, se posent des questions par rapport au Parti socialiste, par rapport à la politique gouvernementale que mène, malgré tout, quand même, le Parti socialiste. Et quand on leur dit, bon, il y a le choix, il y a le Parti communiste, alors on nous sort le Parti communiste français, c'est point et point lié avec Moscou, c'est patati, c'est patala, quoi. C'est un tel matraquage, c'est vrai, URSS égale goulag, etc., etc. Et en même temps, il y a des choses qui nous choquent. Moi, me dire que Jarouleski est sympathique, non. Ça, mais n'importe qui a du bon sens, il ne peut pas croire ça. Nous avons constaté depuis longtemps une divergence fondamentale avec les partis communistes de la plupart des pays socialistes sur ce que nous appelons l'exigence universelle de démocratie. Pourquoi devrions-nous supporter toujours la responsabilité de la dégradation de l'image de marque des pays socialistes quand eux-mêmes ne semblent pas faire beaucoup d'efforts pour améliorer cette image? C'est quand même un problème si dans un pays comme la France, les gens se mettent à avoir plus peur du Parti communiste que du Front National. En Italie, c'est Alessandro Natta qui va succéder à Enrico Berlinguer à la tête du Parti communiste italien, M. Berlinguer, qui est donc mort le 11 juin dernier. Une petite phrase de Jean-Pierre Chevènement, qui est le chef de file du CRS, l'aile gauche du Parti socialiste. M. Chevènement propose la constitution d'un gouvernement de salut public qui se situerait au-delà des clivages habituels du Parti socialiste. Un gouvernement de salut public dans lequel Michel Rocard pourrait avoir sa place si François Mitterrand le jugeait nécessaire, a précisé M. Chevènement. Un document dont il était question depuis plusieurs jours et qui vient d'être publié officiellement aujourd'hui. Ce document suscite déjà beaucoup de réactions. Il s'agit d'un rapport de la Commission des affaires culturelles du Sénat. Un document signé à l'unanimité par ceux qui l'ont réalisé, à savoir des sénateurs qui représentent toutes les tendances politiques de la Haute Assemblée. Un document qui met en cause le travail et l'indépendance des journalistes de FR3 Corse et de Radio Corse. Il leur reproche d'accorder une place excessive aux activités des séparatistes de l'île. Le rapporteur de la commission, M. Charles Pasqua, parle même de complaisance à leur égard. Un dossier fort délicat que nous essayons maintenant de mettre au clair. À la suite de plaintes d'élus locaux, le Sénat est donc parti enquêter sur l'information audiovisuelle en Corse. 3 jours de mission consacrés à l'audition d'hommes politiques, de fonctionnaires et de journalistes. Le rapport tiré de ce travail vient d'être présenté par Charles Pasqua. La première des choses que fait FR3, dès qu'il y a un événement en Corse, que fait-elle? Elle s'empresse de donner la parole aux représentants des mouvements dissous, ou à ceux que l'on peut considérer comme leurs complices ou leurs sous-marins. Voilà ce qui se passe. Telle est donc l'accusation que l'on retrouve en toutes lettres au sein même du rapport, page 14. FR3 Corse et Radio Corse FM sont devenus les porte-paroles des mouvements indépendantistes et de façon plus générale de la cause autonomiste. Exemple choisi pour étayer l'accusation, le rappel de la manifestation de Véro le 10 juillet 83, page 16. L'événement qu'a constitué cette manifestation a été monté de toutes pièces par les médias. L'équipe de reportage s'est rendue sur place, à l'heure dite et au lieu précis. Ces images ont été tournées par une équipe d'Antenne 2, puis diffusées à la fois par Antenne 2 et FR3. Aucune équipe d'FR3 Corse n'était présente sur les lieux ce jour-là. Autre accusation, toujours page 16 dans le rapport. Les membres de la mission ont observé que dès qu'une manifestation de souvenirs est organisée par un mouvement séparatiste, aussitôt les voix deviennent graves et empreintes d'émotion.
Ce jugement n'est étayé dans le rapport par aucun exemple précis. Page 18. Les rapporteurs notent que les reportages concernant le continent sont traités dans une rubrique intitulée « Nouvelles internationales ». Le journal des FR3 Corse, comme tous les autres journaux des FR3, comporte deux rubriques. D'abord les nouvelles locales, intitulées ici « E Notizie », entendez les nouvelles, puis « E Notizie dal Mundo », les nouvelles du monde, où l'on donne les informations nationales et internationales. L'un des principaux accusés, Sampiero Sanguinetti, responsable des FR3 Corse, s'explique sur le contenu du rapport. Ce rapport, je l'ai eu en fait hier, je l'ai analysé, il est truffé d'erreurs à mon sens. Bon, je pense que les sénateurs ont dû faire cette enquête à mon avis un peu rapidement et sur la base de données qui sont tout à fait contestables, en tout cas contestables surtout pour nous journalistes, et je dis bien pour tous les journalistes. Autre accusé, Radio Corse FM, qui appartient à Radio France. Je constate qu'il s'agit en réalité d'affirmations massues, fondées sur des faits très pointus et pour beaucoup d'entre eux tout à fait discutables et même erronés. L'essentiel m'apparaît que ces critiques d'ensemble ne sont pas adaptées au travail que nous avons fait depuis un an. En conclusion, les rapporteurs semblent reprocher aux journalistes corses de vouloir, je cite, « tout dire et tout montrer au nom du droit de la liberté de l'information, une question qui concerne tous les journalistes ». Ce conflit est symbolique des rapports souvent difficiles entre le pouvoir politique et l'information. Personne n'est à l'abri de l'erreur, ni les journalistes, surtout lorsqu'ils enquêtent dans des conditions difficiles, ni des sénateurs qui enquêtent sur le travail des journalistes. Mais sans entrer dans le détail de la polémique, il est important de rappeler quelque chose de fondamental, surtout pour un journal télévisé qui s'adresse à des gens de toute opinion. C'est un peu l'habitude de mettre sur le dos des journaux et de ceux qui les font la responsabilité de ce qui ne va pas, quand la violence augmente, quand un gouvernement perd des élections, quand des mouvements clandestins défient le pouvoir, etc. Les journalistes sont responsables, c'est vrai. Ils sont responsables de la manière dont ils rendent compte de l'événement. Ils doivent le faire en respectant le mieux possible la réalité des faits, en séparant les faits du commentaire. Et ils revendiquent hautement cette responsabilité-là. Mais ils ne sont pas responsables de l'événement lui-même. Ce sont des témoins, pas des acteurs. Ils racontent l'histoire au présent, ils ne la font pas. L'information, en démocratie, c'est le miroir de la société. Si la société se trouve laide, ce n'est pas en cachant ou en cassant le miroir qu'elle deviendra plus jolie. En bref, à noter la colère des agriculteurs de l'Ouest après la condamnation à 45 jours de prison de Jean-Jacques Rioux, le leader paysan accusé d'avoir participé au saccage de la sous-préfecture de Brest. Le procureur avait réclamé une peine de 11 jours de prison. Le tribunal a donc aggravé cette demande. À noter aussi le vote par les députés de la loi sur la détention provisoire, un vote acquis à l'unanimité. Deux dispositions principales à retenir. Désormais, une personne ayant été arrêtée doit obligatoirement comparaître devant un juge d'instruction dans un délai de 24 heures. Par ailleurs, aucun placement en détention provisoire ne peut intervenir sans avoir fait l'objet auparavant d'un débat contradictoire, un débat au cours duquel l'inculpé peut bénéficier de la présence d'un avocat. Et puis au chapitre des informations générales, un détournement d'avion, un Boeing de la compagnie iranienne Iranair a été détourné sur l'aéroport de Doha, dans l'émirat de Qatar. Les pirates de l'air ont libéré tous les passagers, ne gardant à bord que 11 membres de l'équipage. L'avion se dirige pour l'instant vers l'Égypte. Les pirates de l'air veulent aller en France, selon le directeur d'Iranair. Les progrès foudroyants de la biologie créent parfois et de plus en plus souvent des situations auxquelles la loi n'a pas pensé. C'est le cas par exemple des embryons congelés en Australie, dont on ne sait pas aujourd'hui s'il faut ou non leur donner vie. C'est le cas aussi de cette femme, et cela se passe en France, beaucoup plus près de nous, de cette femme dont le mari est mort alors qu'il avait auparavant déposé son sperme dans une banque prévue à cet effet. Sa veuve souhaite aujourd'hui avoir un enfant de lui. Les autorités s'y opposent. Un sujet douloureux et un casse-tête pour les juristes. Le reportage de Jean-Pierre Quinson et l'analyse de Paul Lefebvre. Depuis 6 mois, Corinne, 21 ans, employée à la préfecture de police de Marseille, implore. L'objet de sa demande, obtenir le droit d'avoir grâce à une insémination artificielle un enfant de son mari mort.
à 24 ans d'un cancer en décembre dernier. Celui-ci, Alain, avant de subir un traitement qui risquait de le rendre stérile, avait fait, début 82, un dépôt de sperme auprès du sécos du Kremlin-Bicêtre. Après son décès, Corinne et la famille d'Alain en ont demandé la restitution. En vain. Aujourd'hui, Corinne poursuit le sécos en justice et parle pour la première fois devant une caméra de télévision. Je suis révoltée complètement de l'attente de ce nom. Je comprends pas pourquoi. Comment réagit votre belle famille Ma belle famille est complètement solidaire. Elle m'approuve entièrement. Il était fils unique, c'est leur but aussi. Un petit-fils de leur enfant, ça serait quelque chose de merveilleux. Et vous avez 21 ans. Vous ne pensez pas que la décision que vous prenez aujourd'hui, c'est une décision qui peut peut-être un jour bloquer mon avenir? Oui. Oh, de toute façon, je ne pense pas. Mon avenir, et moi, je vivrai que pour mon enfant. L'avenir, c'est pas le problème. Moi, je conçois la vie que par lui. Ce sera tout pour lui. Et l'avenir, je pense pas. Au ministère de la Santé, autorité de tutelle des sécos, on admet l'aspect humain du cas, on reconnaît l'absence de risque médical, mais on se retranche derrière l'éthique. Les sécos se sont donné une règle, et une règle qui, je crois, a fait le bonheur de très nombreux couples. À savoir qu'il faut qu'il y ait le consentement mutuel. L'insémination artificielle doit par conséquent être faite lorsque les deux partenaires sont vivants. C'est la règle éthique que se sont donnée les sécos, et je crois que dans l'état actuel des choses, ça a été une très bonne chose. Reste l'aspect juridique. Actuellement, le Code civil déclare illégitime tout enfant né plus de 300 jours après le décès de son père. Dans le cas de Corinne, pour l'instant, la science a dépassé le droit. En réalité, Corinne Parpalex et le professeur David, le patron du sécos, posent 4 questions à la justice. Premier problème, la justice peut-elle considérer ces paillettes de sperme humain comme un élément normal de la succession qui revient à la veuve, comme une armoire normande, tout de même? Deuxième problème, peut-on préjuger la volonté véritable d'un mort? Comment peut-on être sûr que le mari disparu aurait accepté que sa jeune veuve se fasse ainsi inséminer, au lieu de refaire sa vie autrement? Troisième problème, les médecins surtout, peut-on maintenant inséminer les femmes seules? Quatrième problème, de droit important, dans ces conditions, le fameux délai maximal de 300 jours entre la mort du père et la naissance de l'enfant, nécessaire à la reconnaissance légitime, ce délai doit-il être maintenant maintenu? 1, 2, 3, 4 questions posées au président du tribunal de Créteil qui n'a aucun texte précis adapté à cette situation nouvelle. Sa réponse devra être, dans quelques semaines, celle du bon sens, mais d'un juriste. J'apprends à l'instant par une dépêche de l'agence américaine Associated Press que la belle-fille d'Andrei Sakharov aurait reçu un télégramme du couple dissident, un télégramme dans lequel Andrei Sakharov et sa femme donc précisent qu'ils sont vivants et qu'ils se portent bien. Madame la belle-fille d'Andrei Sakharov a précisé que le télégramme avait été posté vendredi, donc le 22 juin, pendant donc la visite de François Mitterrand à Moscou. Il était posté de la ville de Gorky où les époux Sakharov sont donc assignés à résidence. Elle a cependant déclaré ne pas être tout à fait certaine de l'authenticité de ce message. Jour J-1 pour la finale de l'Euro 84. Un beau suspense en perspective à l'image des matchs précédents pour cette rencontre France-Espagne, un match qui transporte déjà la France puisque la direction des usines Peugeot de Sochaux annonçait par exemple aujourd'hui qu'elle décalait les horaires de travail de ses ouvriers demain soir afin de leur permettre de suivre cette finale. Les Français n'ont donc pas intérêt à décevoir leurs supporters, c'est du beau football qu'ils attendent et c'est à cela que l'équipe de France se préparait dès aujourd'hui. Richard Dio et Roger Zabel. C'est dans la vallée de Chevreuse, près de Paris, que l'équipe de France a planté ses crampons pour la dernière étape du championnat d'Europe. Hidalgo, poursuivant une bonne habitude, a tenu sa conférence de presse ce matin en plein air, sous les frondaisons. Je crois que pour jouer ce match-là, on est obligé de faire beaucoup de déceptions, mais il n'y a pas de recette pour faire plaisir à 20 bons hommes quand il n'y a que 11 joueurs qui débutent. Une certitude, Amoros ne jouera pas. Sa punition est accomplie, mais Domergue, depuis, a fait mieux que jouer le remplaçant. Je crois que les 11 qui ont fait tous les matchs méritent d'être titulaires pour cette finale. Vous trouvez juste que le titulaire du poste ne dispute pas la finale? Disons que j'ai été sorti sur un mauvais geste, par un carton rouge, et je crois que celui qui m'a remplacé, il a très bien joué, et pourquoi le sortir?
En revanche, deux inquiétudes. Hidalgo fera jouer Lacombe, mais hésite entre Bellone et Ferreri pour le poste de deuxième attaquant. Il faut s'y faire, il faut quand même se concentrer, se préparer comme si l'on jouait demain. Quand serez-vous fixé sur votre sort, si je puis dire? Je sais pas, dans la journée de demain, je pense. Enfin, le docteur Briac n'a pas donné l'autorisation à Fernandez blessé de s'entraîner ce matin. Cela ne veut pas dire que l'Espagnol naturalisé ne sera pas retenu par le sélectionneur. Je me réserve encore le droit de quelques heures avant de prendre une décision. Ce sera certainement demain matin et pour l'instant ça va, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Hidalgo donnera son équipe définitive demain. C'est demain aussi, après la finale, que le patron du football français passera le ballon à Henri Michel. Ouverture au Parc des Princes, que vaut la France, c'est la question. Platini marque le premier de ses 8 buts, devant des Danois qui surprennent agréablement. La France est bien l'équipe favorite. Amoros fait la tête, il ne sera pas de la fête. Décevante l'Espagne devant une équipe de Roumanie qui ne l'est pas moins. Un pénalty de Carrasco et la réplique de Bologna pour un match nul. On redoutait les Belges et on avait tort. Une pluie de buts français, Platini du gauche, Platini du droit, Platini de la tête, Giresse, Fernandez, le rêve. Triste et fade, Espagne-Portugal. Le résultat, rien que le résultat. Alvaro pour le Portugal et le vétéran Santillana pour l'Espagne. La France jouera en demi-finale. Platini du gauche, Platini de la tête et Platini du droit. Le coup de théâtre. Dernière minute, Maceda offre la qualification pour la demi-finale à son équipe. Une victoire qui augure du réveil de l'Espagne. Première demi-finale, Domergue, on respire. Chalana, Jordao, on étouffe. Chalana, Jordao, c'est l'asphyxie. Domergue, on soupire. Platini, la France est en finale. Deuxième demi-finale, la métamorphose espagnole. L'Herbie ouvre la marque pour le Danemark et Maceda égalise. Un but partout, prolongation et tirs au but. Elkjaer Larsen met le ballon dans les nuages et offre à l'Espagne sa qualification. De son côté, le football allemand est en crise après l'élimination de la RFA dans ce championnat du monde face à l'Espagne. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur Joop Derval qui a décidé de démissionner. Il avait été beaucoup critiqué ces derniers mois. Le nom de Franz Beckenbauer est souvent prononcé pour son remplacement. Voilà pour l'information de ce jour. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et les températures sont en hausse de 3 à 4 degrés. Pour ces quelques degrés de plus, tout change. Demain, nous aurons l'impression d'une grosse chaleur accompagnée d'un bel ensoleillement. C'est du beau temps. Regardez la photo satellite, vous ne serez pas étonnés d'y retrouver la marque de l'anticyclone. Seul point noir, cette zone orageuse qui touche pour le moment l'ouest du Portugal et qui va remonter peu à peu sur le sud-ouest français. La tendance pour les prochains jours, c'est le départ de l'anticyclone vers l'Europe centrale qui laissera alors le champ libre aux perturbations atlantiques. Mais nous n'en sommes pas là. Restons dans la carte de demain qui est valable aussi pour après-demain. Elle est simple, nette. Quelques brumes le matin sur la moitié nord, mais surtout du soleil, du soleil, du soleil. Et si quelques orages éclataient, ce serait surtout en fin de soirée ou dans la nuit sur l'ouest des Pyrénées. Le baromètre est en hausse, il nous donne une moyenne de 1022 millibars. C'est beaucoup et l'on grimpe aussi sur l'échelle des températures de 22 à 27 degrés sur la moitié nord, de 26 à 31 degrés sur la moitié sud. Maximum à Nîmes, Marseille, Perpignan et 30 degrés sur le sud-ouest. Demain, mercredi 27 juin, en cette Saint-Fernand, le soleil se lèvera à 5h48, se couchera à 21h58. Et pour finir en beauté, laissez-moi vous présenter les roses qui ont été primées cette année. Médaille d'or, ce rosier miniature américain qui porte le nom de Jack Pink. Médaille d'argent, ce rosier français, c'est un rosier Polianta et il s'appelle Artiste. Enfin, un prix spécial, c'est le prix du parfum pour cette superbe rose qui a pour nom Jardin de Bagatelle. Soleil et rose, tout va bien. Une rose parmi les roses.
Dernier journal aux environs de 23h35 avec Jacques Segui. Demain, Noël Mamère à 12h45 et Elisabeth Esley à 18h30. Bonsoir, à demain 20h.